Nous sommes dans la nuit du 10 au 11 mai 1995, non loin de Calvi. Aurore et Marc sont belges et tout jeunes mariés. Pour leur lune de miel, ils ont choisi la Corse, ses montagnes, ses villages, ses paysages et ses petites routes si romantiques et tellement dangereuses. La balade nocturne des amoureux se termine au pied d'une falaise de 140 mètres. Il est 1 h du matin. Aurore, la jeune mariée, est en état de choc. Elle marche au hasard sur la route cherchant désespérément du secours lorsqu'elle tombe sur 2 légionnaires en manœuvre nocturne. Mon mari. Votre mari? Il est où? Il est dans la Totalement voiture. paniquée, elle explique que son mari a fait une fausse manœuvre, que leur voiture a basculé dans le vide et que seul un ultime réflexe de survie lui a permis de sauter du véhicule juste avant la chute. Les 2 militaires préviennent aussitôt la gendarmerie et les premiers secours arrivent dans les minutes suivantes. À mon arrivée, il y a déjà une ambulance sur place avec les portes arrière qui sont ouvertes et sur le brancard, il y a donc une dame qui est vêtue relativement légèrement avec une couverture sur elle. J'ai besoin de savoir où se trouve votre mari. Il est dans la voiture. Dans la voiture? Elle est consciente, elle répond aux questions, elle sanglote, elle a des crises un peu hystériques, sauvez mon mari. Il est dans la voiture, des bulles en blanc, elle est dans le ravin. Que vous faites là? C'est ma voix, il faut sauver mon mari là-haut. Donc je décide de descendre et en descendant, je rencontre un de mes sous-officiers qui était le premier arrivé sur les lieux. Je rencontre cet homme et il me dit qu'il a trouvé le véhicule en bas, mais qu'il n'a pas trouvé le corps. Donc ça vient un peu à l'appui des dires de la dame, et tout de suite on pense que le monsieur est en train de remonter, blessé, mais en train de remonter. Donc je cherche autour du véhicule, et je trouve autour du véhicule des traces de sang, mais des gouttes. Et ces gouttes de sang, elles disparaissent au bout de 5-6 mètres, et puis il y a la mer. J'éclaire la mer, mais la nuit, les rayons des grosses lampes que l'on a à notre possession font que ça devient tout laiteux, on ne voit pas le fond. Donc je ne vois pas, je ne vois personne, je ne vois rien. Traumatisée par l'accident, Aurore Martin est placée sous tranquillisant et conduite à l'antenne médicale de Calvi. Quant aux recherches pour retrouver son mari, elles se poursuivent une bonne partie de la nuit. C'est seulement à 5h45, donc quelques heures après, que les plongeurs de l'île Rousse qui ont été appelés à la rescousse ont trouvé le corps de Mark Van Beers, qui est à 3 mètres de profondeur, à 50 mètres du véhicule et 10 mètres de la mer. Malheureusement, les sauveteurs ne peuvent que constater le décès de Mark Van Beers et ramener le corps du jeune marié à Calvi. On déplie le dispositif, je suis auditionné par la gendarmerie, mais c'est un accident comme il y en a de temps en temps. Le seul point, c'est qu'effectivement, j'apprends à ce moment-là que les gens sont en voyage de noces. Et donc, on a tous une pensée émue pour la veuve, en pensant que, malheureusement, ce n'est pas un démarrage dans la vie qu'on souhaite aux gens. Dans les jours qui suivent, le cercueil est rapatrié par avion en Belgique pour les obsèques.
La jeune veuve, de son côté, est anéantie. Face à ce deuil terrible, elle se replie sur elle-même et s'isole presque totalement du monde. Lorsqu'elle a été rapatriée de Corse en Belgique, elle a été hospitalisée dans une clinique et ses beaux-parents sont venus naturellement la voir. Elle les a pratiquement mis à la porte de la chambre de la clinique. Les parents de Mark Van Beers sont désemparés face à cette réaction. Ils essaient bien de comprendre leur belle-fille, mais ils ont de plus en plus de mal. En fait, lorsque Mark Van Beers a présenté sa fiancée, Aurore Martin, à ses amis et à son entourage, tout le monde a été un peu surpris. Parce que Mark Van Beers, gentil garçon, mais avec pas vraiment un physique de jeune premier, a amené dans le cercle familial une créature qui était plutôt somptueuse. Aurore Martin est une très jolie femme qui dénotait un petit peu, je veux dire, dans les amis habituels de Mark Van Beers. Au départ, quand Aurore Martin est arrivée dans la famille de Mark Van Beers, il était tellement heureux, et puis tout le monde trouvait qu'il avait énormément de chance. Elle était mignonne, elle était souriante, elle était pleine de vie. Lui, c'est plutôt un garçon timide, avec ses copains, plutôt sympa, mais avec les filles toujours un petit peu maladroit. Donc, oui, elle a été très bien accueillie. La seule chose, c'est que très rapidement, les parents de Mark Van Beers se sont rendus compte qu'elle mentait sur toute une série de petits points, que ce soit ses origines sociales, ses études, etc. Et quand ils en parlaient à leur fils aîné, ils disaient « mais oui, mais c'est peut-être parce qu'elle est un peu embarrassée, elle n'est pas du même milieu social que nous, eux font quand même partie d'un milieu assez bourgeois. » Et elle, pas du tout. Donc on a mis ça sur le compte d'une maladresse due à son âge et à son manque d'expérience dans ce type de milieu. Le jour du mariage, un élément avait particulièrement intrigué la famille Van Beers. Lors du mariage, n'avait que sa sœur à elle qui était présente. Elle n'avait pas de membres de sa famille invités. Elle disait qu'elle avait rompu avec sa famille. Elle avait aussi insisté pour avoir certaines conditions préalables pour se marier avec M. Van Beers. Donc, à savoir que la maison lui serait offerte, etc., etc. Il faut d'abord que je prenne papa et maman, je te l'ai déjà dit. Papa et maman, mais t'as quel âge, Marc? Arrête! Je ne veux pas me marier si tu ne mets pas dès à présent la moitié de la maison à mon nom. Ce qui fait d'Aurore Martin, le jour de son mariage, la copropriétaire d'un bien dans lequel elle n'a pas mis un franc. Et elle héritera de l'autre moitié, évidemment, avec son statut de veuve. Suite au décès de son mari, Aurore Martin hérite effectivement de la maison où ils habitaient. Elle la revend rapidement pour 125 000 €, auxquels s'ajoutent les 475 000 € que lui rapportent les 7 contrats d'assurance vie signés les mois précédents. Pour les parents Van Beers, les doutes se transforment en soupçons. Et si leur fils était tombé sur une aventurière sans scrupules, ils décident de porter plainte. Tout commence avec la plainte des parents Van Beers, donc de M. et Mme Van Beers, au parquet de Bruxelles le 25 juin 1996. La mise à l'instruction a lieu très rapidement et le 5 septembre 1996, donc j'entends Aurore Martin. Alors c'est quelqu'un qui a l'air physiquement au bout du rouleau, qui en tout cas est maigre. Elle donne l'impression d'être une personne meurtrie, mais fort affable. C'était quelqu'un de franc. Elle avait des idées parfois. Sur les instructions du juge, on a entendu Aurore Martin sans lui poser de questions. C'était ce qu'on appelle en jargon policier, en technique d'audition, un récit libre. C'est-à-dire qu'on a demandé à Aurore Martin de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en Corse la nuit du 10 au 11 mai 1995, et Aurore Martin a tout expliqué. Maintenant, c'est plus pareil. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de personnalité. Ça fait vide maintenant.
C'est vide. Il passe la soirée du 10 mai 95 au restaurant où ils sont. Le restaurant s'appelait l'Île de Beauté à Calvi. Et à l'issue de ce souper au restaurant, il décide, selon ce que Aurore Martin nous déclare évidemment, d'aller à la chapelle Notre-Dame de la Serra. Et ensuite, ils reprennent la route, donc à un moment qu'on ne connaît pas, ils reprennent la route vers leur hôtel. Et c'est en revenant de là que la voiture dans laquelle se trouvent M. Van Beers et Mme Martin aurait eu, d'après les déclarations de Mme Martin, un accident. Accident au cours duquel elle parvient à s'extraire de la voiture, alors que la voiture, elle, va dévaler le ravin d'environ 140 mètres. Madame Martin va déclarer à ce moment qu'elle va elle-même descendre jusqu'à la mer pour essayer de retrouver son mari, qu'elle aurait retrouvé dans la voiture, qu'elle aurait extrait de la voiture, qu'elle aurait essayé de le laver, de le rincer, et que alors elle était remontée encore une fois ce ravin. Et il y a les parachutistes, enfin des légionnaires du 2e REP, qui passent par là et qui, à 1h du matin, donc, vont aviser la gendarmerie de Calvi du fait qu'ils sont en présence d'une dame qui est fort traumatisée, comme en état de choc, diront-ils, qui ne porte pratiquement aucune blessure. Elle est en robe avec très peu de taches de sang sur elle. Elle a une chaussure et elle explique que son mari est en bas dans la voiture. Enfin, en tout cas, il est en bas du ravin. Le récit de l'accident fait par Aurore Martin est précis et plutôt convaincant. Et donc, quand Aurore Martin quitte le bureau, de deux choses l'une. Ou bien elle est particulièrement douée pour raconter son histoire, ou bien cette jeune femme est victime de circonstances de la vie tout à fait atroces, puisque peu de temps après son mariage, elle perd son époux dans un accident de la route. À l'issue de l'audition d'Aurore Martin, il est pour moi tout à fait possible que ce soit un accident de la route. Tout à fait. Dans un premier temps, les découvertes et l'instruction se focalisent sur la personne de Madame Martin. On va donc effectivement un peu retracer la vie de Madame Martin et on verra qu'elle a à un certain moment travaillé dans des cafés qui n'étaient pas des cafés simples, disons, où elle poussait un peu à la consommation, puis elle fera même partie d'un réseau d'escorte. Alors, Aurore est-elle une veuve noire comme sa belle famille veut le croire, ou au contraire la victime d'un destin tragique et de soupçons injustes? Une décision du juge va faire pencher le plateau de la balance. L'élément qui va naturellement être un élément décisif dans la tournure que va prendre l'instruction, c'est le fait qu'on va décider de faire une exhumation du cadavre de M. Van Beers. Et là, je reviens un peu en arrière, élément important aussi qui avait mis quand même la famille Van Beers un peu en état d'alerte, c'est que Mme Martin avait insisté pour que M. Van Beers soit incinéré. Ce à quoi la famille s'était opposée. Donc, M. Van Beers a été enterré. Et le corps parfaitement conservé. En effet, pour être rapatrié en avion, le cercueil de Mark Van Beers a dû être plombé pour le rendre totalement hermétique. Faute d'oxygène, la décomposition est alors considérablement ralentie. Résultat, presque 2 ans après les faits, le rapport rendu au juge d'instruction par les 2 médecins légistes est relativement précis. Et il fait basculer l'enquête. L'élément le plus important à retenir, c'est que donc, le corps de Mark Van Beers, autopsié 1 an et demi après l'accident,
portait des coups violents. Une partie du crâne avait été brisée. Et donc ça, ils sont formels sur une chose, c'est que ces coups ont été donnés après la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'écoulement de sang au niveau des plaies, donc la circulation sanguine était arrêtée au moment où on a donné les coups. Ce qui veut dire que M. Van Beers était déjà mort au moment où la voiture est tombée dans le ravin. À partir de ce moment-là, on ne parle plus naturellement d'un accident de roulage et d'un homicide involontaire. À ce moment-là, on parle d'un crime, d'un meurtre, voire d'un assassinat. Les enquêteurs reprennent tout à zéro. Aurore Martin n'a été entendue qu'une seule fois, en septembre 1996. Évidemment, ils souhaitent de nouveau l'interroger. Seulement voilà, la jeune femme est introuvable, disparue. Damien van der Merch, le juge d'instruction en charge de l'affaire, lance un mandat d'arrêt international. Et il décide également de se rendre à Calvi pour se forger sa propre opinion sur les lieux mêmes du drame. Donc un soir de mai 97, fin mai, je suis interrogé par un juge d'instruction belge sur les lieux mêmes de l'incident, sur la route, à peu près à la même heure, puisqu'ils ont voulu se rendre compte sur place dans quelles conditions nous avons trouvé cette dame. Une fois sur les lieux, le magistrat belge essaie de se faire une idée un peu plus précise des faits. Ils ont essayé de trouver des indices, des témoignages, des preuves matérielles, mais évidemment, de preuves matérielles sur place, il n'y en avait plus. C'est le bout du monde, là. Et c'est le bout de la vie de Mark Van Beers. Il n'y avait plus rien après. C'est la chute. C'est l'abîme. Il y a le bruit de la mer. Donc, c'est le lieu où cet homme est mort et il n'y a plus de traces de ça. Je rappelle par exemple qu'il n'y a jamais eu d'expertise sur la voiture, puisque la voiture qui était tombée tout en bas du ravin a-t-on expliqué plus tard, bon, c'est possible, mais ça me semble étonnant, disparu en mer. Dès qu'il y a un peu de houle, parce que c'est quand même, la mer Méditerranée a des colères qui sont assez fameuses, il peut y avoir des vagues de 4, 5, 8 mètres. Et donc, un véhicule, c'est rien, hein, contre des rochers, est fracassé, et ensuite les morceaux sont emmenés par la mer. Pour imaginer plus précisément les circonstances de l'accident, le juge d'instruction sollicite un expert automobile. Ma mission, c'était de dire si la version donnée par Mme Martin était compatible avec ce que j'avais constaté. Quand il descend de Notre-Dame de la Serra, elle dit qu'il y a eu une erreur, qu'ils se sont trompés de route. Il roule et à ce moment-là, il y a l'animal qui surgit. Son mari a le réflexe de donner un coup de volant sur la droite. La voiture quitte la route et juste avant de basculer dans le vide, Aurore Martin, d'après son témoignage, réussit à ouvrir la porte et à sauter in extremis. Elle est remontée et ensuite elle est redescendue à porter secours à son mari. Alors moi je dis que c'est pas possible pour la bonne raison, c'est que le véhicule tombe d'une hauteur de 12 mètres, donc déjà elle ne peut pas tomber sur le bord, de la plateforme. Elle va tomber quelques mètres plus loin. En tombant de cette hauteur, elle ne peut pas arriver elle ne peut pas se retrouver sans blessure. C'est pas possible. L'expert est également intrigué par les traces sur le rebord de la falaise observées le soir du drame par les pompiers. Il y avait les arbustes et des genêts qui se trouvaient juste au bord de la plateforme, qui avaient été arrachés. Donc ça montrait bien que le véhicule n'avait pas volé, mais était d'abord descendu, était tombé lentement de cet endroit. Et la première conclusion de M. Hazan sera que ce véhicule a été poussé dans le ravin. L'expertise est catastrophique pour Aurore Martin.
D'autant qu'un nouvel élément à charge est sur le point d'apparaître. L'étape suivante dans l'enquête, étape très importante, c'est l'appel anonyme que le juge reçoit le 9 juin 1997. Ce témoin anonyme va finalement être identifié. Il s'agit de Madame Fabienne Lefebvre. Fabienne Lefebvre, l'amie du père d'Aurore. 2 ans auparavant, lorsque Aurore est hospitalisée en état de choc, juste après son retour de Corse, évidemment, son père et son ami lui rendent visite. Aurore a très peu de relations avec eux, au point d'ailleurs qu'il découvre ce jour-là qu'elle s'est mariée et qu'elle est veuve. Encore plus étonnant, Aurore n'a pas vraiment l'attitude d'une victime d'un accident tragique de la vie. Je suis rentrée dans la chambre, et c'est là où j'étais très étonnée. J'ai vu Aurore qui riait. Le comportement est irrationnel, voire hystérique. Devant sa belle-mère, Aurore raconte une terrible histoire de machination, de meurtre et d'escroquerie aux assurances. Je ne pouvais pas comprendre. Et c'est là où elle m'a dit, écoute, non, je suis millionnaire, pourquoi? Parce que j'ai fait une assurance vie et j'ai tué mon mari. Et là, je comprenais pas. Je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas penser, Comment peut-on faire ça et réagir de cette manière-là après? Mais après les aveux, Aurore menace aussitôt Fabienne, l'amie de son père. « Tu ne dis rien, sinon... » Et durant 2 ans, Fabienne prend ses menaces très au sérieux. D'autant qu'Aurore n'est pas seule. Elle lui a également révélé le même jour l'existence d'un complice, qui est aussi son amant. Il s'agit d'un jeune Allemand de 25 ans, Peter Uwe Schmidt. À partir du moment où le nom de M. Schmidt apparaît pour la première fois dans la déclaration de Mme Lefebvre, on va naturellement orienter les enquêtes également sur M. Schmidt, d'abord pour savoir de qui il s'agit. Peter Schmidt, on fouille d'abord dans sa biographie. Ils apprennent qu'il est caporal auprès du chef, caporal de l'armée allemande au quartier général des forces de l'OTAN en Europe, situé près de Mons, donc en Belgique. Et en creusant dans le passé de Peter Uwe Schmidt, les enquêteurs découvrent également d'autres éléments très intéressants. Ils apprennent que ce monsieur a été marié en 1992 et qu'il est déjà veuf, que sa veuve est décédée dans un accident qui offre des similitudes tout à fait étonnantes avec ce qui s'est passé en Corse. Donc ils vont rouvrir ce dossier, ce vieux dossier oublié. C'est quelqu'un qui en réalité apparaissait comme particulièrement sociable, qui est assez bien d'ailleurs physiquement et qui par cette manière d'être avait beaucoup de relations dans différents milieux. Donc voilà, c'est on peut dire aussi un peu un séducteur. Le 27 février 1992, Peter Uwe Schmidt épouse Ursula Deschamps, une jeune hôtesse belge de 22 ans. Mais la lune de miel est de courte durée. Donc en août 92, il y avait une séparation qui était intervenue entre Ursula et son époux Uwe Schmidt. Et ça se déroulait relativement mal parce qu'elle devait probablement, d'après les témoignages qui ont été recueillis, récupérer une somme d'argent. Elle avait eu rendez-vous, il s'était donné rendez-vous dans l'appartement de U à Mons. Et c'est en soirée, fin d'après-midi, qu'ils sont partis en voiture. En voiture, sur une petite route étroite qui longe le canal de Nimy près de Mons. À un endroit, il y a un petit embarcadère. Et pour des circonstances qui ne sont pas très bien claires, la voiture a plongé dans le canal.
Seul Schmitt-Hue en est sorti. Comme il le montre lors d'une reconstitution, il réussit effectivement à s'extirper miraculeusement de sa décapotable. Et ce n'est que 3 ou 4 jours plus tard qu'à une distance en amont de 400 mètres à peu près, le corps d'Ursula est réapparu. Et là, tous les enquêteurs ont naturellement été frappés de la similitude entre ce qui s'est passé en Corse et ce qui s'était passé auparavant au canal ici à Nimy, près de Mons. On va s'apercevoir que Peter Schmitt a encaissé une assurance de l'ordre de 3 millions de francs français de l'époque, assurance vie contractée sur la tête de sa jeune épouse qui, je vous le rappelle, n'a que 22 ans à l'époque. Donc à l'issue de cet accident, Schmitt-Hue a été condamné à une peine correctionnelle pour défaut de prévoyance et mort accidentelle. Donc une peine tout à fait mineure pour un accident de roulage, 3 mois, si je me souviens bien. 3 mois avec sursis. Donc dans les différentes étapes donc de l'enquête, le 29 juin 1997, donc, nous procédons à l'audition de Stephen Levy, qui est un ami depuis fin 1991 de Uwe Schmitt. Uwe Schmitt lui avoue avoir tué sa femme dans le canal pour toucher l'assurance vie. Uwe Schmitt conseille même à Stephen Levy de faire la même chose pour gagner de l'argent. Donc il dit que c'est un moyen pour gagner de l'argent, pour vivre dans la haute, pour avoir un bateau et pour ne rien faire. Donc façon facile de gagner de l'argent. Les enquêteurs commencent à en être persuadés. Peter Uwe Schmitt, lui aussi, a tué sa femme pour de l'argent. La chute dans l'eau, suite à une manœuvre liée à une erreur, le corps qui n'est pas dans la voiture, les recherches financières, il y a beaucoup de points communs dans les deux affaires. Va naître alors un problème juridique. L'affaire qui concerne la mort d'Ursula Deschamps a été jugée définitivement par le tribunal correctionnel de Mons en tant qu'homicide involontaire. Et donc, l'affaire Ursula Deschamps ne peut pas être rejugée. Mais les similitudes entre les deux affaires sont trop fortes pour ne pas intriguer les enquêteurs et les magistrats. Reste à déterminer quel fut le rôle exact de Peter Uwe Schmitt dans l'affaire Mark Van Beers. Évidemment, tout repose sur sa relation avec Aurore Martin. Les deux jeunes gens se sont rencontrés le 23 février 1993 à Bruxelles, lors d'une soirée à l'espace Grimpe. Elle était donc classée chez je ne sais pas combien, donc elle était bonne grimpeuse au niveau de l'escalade. Et elle a rencontré Uwe Schmitt à cette occasion-là. Le couple se forme, puis se sépare un an plus tard, début 1994. À ce moment-là, Aurore Martin s'inscrit dans une agence matrimoniale. Et 15 jours plus tard... Le 14 avril 1994, elle rencontre, c'est la première rencontre avec Mark Van Beers. Donc Fabienne Lefebvre va venir avec des informations qui vont être corroborées par l'enquête. Donc elle va parler du fait que Aurore s'est inscrite dans une agence matrimoniale et qu'elle devait trouver un pigeon, hein, donc selon ces termes, pour pouvoir trouver la victime parfaite. Il s'agit de quelqu'un qui doit être propriétaire, qui doit être aisé, qui doit être gentil et qui ne peut pas être gros. En fait, Mark Van Beers avait donc une trentaine d'années, il était célibataire, il avait déjà connu quelques déceptions entre guillemets amoureuses et son désir le plus fort c'était de fonder une famille. Et en fait, c'est l'instruction qui va le révéler, il s'est inscrit dans une agence matrimoniale. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Aurore Martin. Mark Van Beers a le profil idéal, mais Aurore sait attendre. Pour installer un véritable climat de confiance, elle laisse une année entière s'écouler avant de l'épouser. Donc l'instruction va révéler que la destination de la Corse comme voyage de noces, c'est le choix d'Aurore Martin,
qu'elle a elle-même proposé que ce voyage soit différé puisqu'il y a 6 semaines entre la célébration du mariage et le départ en Corse. Ces 6 semaines, pourquoi? Parce qu'en fait, Aurore Martin va souscrire au nom et en imitant la signature de Mark Van Beers, une assurance vie qui fait d'elle la seule et unique bénéficiaire et d'un montant relativement important. 120 000 € exactement. Et la somme est doublée en cas de décès par accident. Il faut trouver quelqu'un pour l'aider à tuer Mark Van Beers, à sortir le corps. Ça me paraît difficile qu'elle ait sorti le corps toute seule, parce que, je vous dis, il a fallu qu'elle le prenne au niveau des membres supérieurs, que la tête était très abîmée, que l'espace était très étroit, que le pavillon était rabattu, qu'on était en hauteur, qu'elle ne m'a pas paru très épaisse. Je rappelle que Aurore pesait 46 kg et Mark Van Beers en pesait 76. 76. Donc, est-ce qu'elle a pu extraire et porter le corps de Mark seul? Quand Aurore explique qu'elle a tiré son époux par les jambes pour l'amener au bord de l'eau, le médecin légiste qui va voir les lieux va voir que justement les rochers ne sont pas planes. Au contraire, c'est accidenté et les rochers sont fort abrasifs. Et donc il aurait dû y avoir des lésions d'abrasion sur le corps de Mark Van Beers, ce qui n'a pas été du tout constaté par les médecins légistes. Il n'a pas été traîné, comme elle le dit, sur des rochers, et on verra des taches de sang, non pas des traînées de sang, mais des taches plic-ploc, ce qui atteste bien que cet homme a été porté. Et on porte un cadavre comment? Eh bien, il y en a un qui porte les pieds, l'autre qui porte la tête ou les bras. À qui voulez-vous demander cela? À un inconnu dans la rue ou à un amant? On sait que Schmitt était navigateur, qu'il naviguait beaucoup. On a trouvé des cartes venant un peu des 4 bouts du monde, et on a également quand même pu établir que l'intéressé avait fait un voyage en Sicile. Monsieur Schmitt voyageant beaucoup par voie d'eau, il est parfaitement possible, mais on est là naturellement dans les hypothèses qu'il se trouvait dans les environs, mais on n'a donc effectivement pas eu une preuve matérielle de la présence effective de M. Schmitt sur les lieux en mai 1995, et cela sera d'ailleurs le nœud aussi de la défense de M. Schmitt. M. Schmitt prétendra que rien ne prouve que lui était présent en Corse en mai 1995. Pas de preuves, mais un témoignage. Souvenez-vous, la confession d'Aurore à Fabienne, l'amie de son père. Et puis un autre élément renforce la conviction des enquêteurs. 2 mois seulement après la mort de son mari, Aurore se remet en couple avec Peter Uwe Schmitt. Dans les jours qui suivent, le couple ouvre un compte bancaire commun au Luxembourg pour y déposer les 475 000 € touchés des assurances. Et à partir de là, la vie est belle. Les 2 amants partent en Floride, où ils mènent grand train. Villa de luxe, Jaguar, yacht de 29 mètres. On est en présence donc de 2 jeunes veufs, et l'enquête établira vite que ces 2 jeunes veufs ont tous les 2 souscrit à des assurances vie pour lesquelles ils ont touché des sommes importantes. Donc on est en présence de 2 jeunes veufs riches. En avril 1997, le juge Van der Merch lance des mandats internationaux concernant les 2 amants. Le problème, évidemment, c'est que Aurore Martin et Peter Schmitt, à ce moment-là, sont déjà partis à Miami. Donc on avait été en contact, en tout cas avec le FBI, etc. Il était pour nous normal, en tout cas, que suite au signalement, suite au mandat d'arrêt international et suite aux divers contacts qu'on avait eus avec les autorités judiciaires américaines, qu'ils soient arrêtés. Mais ça a duré extrêmement longtemps par rapport au signalement des faits. Durant des mois, les 2 amants sont introuvables. Il faut dire qu'ils multiplient les précautions, location sous de faux noms, coups de téléphone uniquement depuis des cabines publiques, mais le FBI, tout comme la police belge, ne désarme pas.
La police s'échinait par exemple à repérer les retours en Belgique de Frédéric Martin. Parce que comme elle était la sœur jumelle d'Aurore Martin, la police craignait que Aurore ne profite de sa ressemblance pour pouvoir rentrer clandestinement en Belgique. Ils avaient pourtant en indice qui ne trompait pas. Ils avaient appris à Miami qu'Aurore Martin avait subi une opération de chirurgie esthétique au nez. Et donc la police belge vérifiait que lors des retours de Frédéric des États-Unis, c'était bien le bon nez qui revenait. En plaçant certaines cabines téléphoniques sous surveillance, le FBI réussit finalement à piéger le compagnon d'Aurore Martin. Le 14 novembre 1997, M. Schmidt est donc arrêté aux États-Unis, à Miami. Il est intéressant de noter qu'au moment de son arrestation, Peter Schmidt, qui avait sur lui une ceinture bourrée d'argent, pleine d'argent, en a proposé une partie aux policiers qu'il arrêtait pour le laisser partir, ce qui est effectivement le signe d'un innocent total. Et alors, Peter Schmidt et Aurore Martin ont multiplié aux États-Unis les procédures pour s'opposer à leur extradition. Ça a pris énormément de temps parce qu'ils ont pratiquement utilisé toutes les voies de recours qui sont nombreuses en droit américain pour éviter d'être extradés en Belgique. Mais finalement, le couple est rapatrié en Belgique le 3 décembre 1998 et immédiatement écroué. Dès son retour, Aurore est entendue à plusieurs reprises par les enquêteurs. Mademoiselle Martin, c'est vous? Vous savez, elle était dans un état fragile. Elle peut sauter par la fenêtre, on a déjà eu des détenus qui sautent par la fenêtre. Il faut être deux. Si elle se jette par la fenêtre, on peut toujours intervenir, on va se positionner. Il faut se mettre dans la tête de cette fille. Imaginons qu'elle ait fait tout ça. Tout son monde bascule. Hein. Elle, au lieu de passer pour la riche, parce qu'elle se faisait passer pour une noble avec un château, elle vous voyait ses parents, tout ce que vous voulez, hein, ça l'avait fait croire à des personnes. Mais au lieu de passer pour la riche qui va travailler dans une galerie d'art à Miami, etc., elle a le costume de la prisonnière qui est déjà accusée du meurtre de son époux. Au fil des interrogatoires, Aurore Martin se referme peu à peu sur elle-même. Et le 24 décembre 1998, elle finit par déclarer « Je décide de garder mon droit au silence. Il s'agit d'une décision personnelle. » Car je ne suis pas bien mentalement et je n'ai pas envie de pleurer. Hein, vous incitez pour que je fasse une déclaration, vous m'expliquez qu'il s'agit de mon intérêt. Je ne suis pas convaincu de la nécessité pour moi de faire une déclaration. Ce que je dis est toujours interprété. Depuis que je suis petite, tout ce que je dis a toujours mal été interprété par les membres de ma famille. Elle explique que quand elle a mal, elle rentre dans un profond mutisme. On lui dit que justement, il faudrait peut-être de s'expliquer par rapport à la mort de Marc. Et elle nous répond que les circonstances de l'accident n'ont jamais été claires, qu'elle n'a gardé en mémoire que des flashs. On voit ce que j'ai fait aux témoins qui font... Je ne comprends pas ce que j'ai fait comme mal aux témoins qui font des déclarations contre moi, dira-t-elle. Il n'y a rien de clair, j'ai refoulé l'accident, je n'ai juste qu'une image, c'est le sang qu'il y a partout. J'en sais rien! Je prends du sang partout! Il y a que du sang partout! C'est pourtant ma... Moi, elle m'a insulté plusieurs fois. Ça faisait partie de son comportement. C'était une hystérique, hein, parfois. Vas-y, connais la tête! Y'a rien de clair dans cette soirée! Y'aurait jamais dû avoir lieu, c'est tout! Peter Uwe Schmidt, lui, nie tout en bloc, avec beaucoup d'assurance. Monsieur Schmidt s'est comporté comme quelqu'un extrêmement sûr de lui, extrêmement sûr de ce qu'il prétendait. Et il avait réponse à tout, mais il n'apportait jamais la réponse qui pouvait nous servir dans un sens comme dans l'autre. Donc, où était-il en 95? Est-ce qu'il était présent sur le lieu des faits? J'étais peut-être en Corse. Donc, c'est à la police, ou en tout cas à l'instruction, à démontrer les choses. Alors que Peter Uwe Schmidt reste en détention préventive, les enquêteurs poursuivent leurs investigations, notamment dans sa famille en Allemagne. Et c'est ainsi qu'on a découvert des cartes postales envoyées par Schmidt, Uwe,
à son frère, où il signalait qu'il était dans la région de Bonifacio et qu'il s'était blessé dans les rochers en faisant de l'escalade. Parallèlement à ça, il y avait des perquisitions et nous retrouvons des photos de Corse, où chez son frère, chez un de ses frères, et notamment des photos de carcasses de voitures qui gisent au fond des ravins corses. Bon, ça aussi, un truc, quand on va en Corse, on ne photographie pas les carcasses de voitures au fond des ravins. Ces photos et ces cartes postales datent de l'automne 1994, 6 mois avant la mort de Mark Van Beers. S'agissait-il d'un voyage de repérage? Oh! Allez, debout! Les enquêteurs essaient d'augmenter la pression sur les deux suspects pour tenter d'obtenir des aveux. Le 16 juin 1999, ils les soumettent à une nouvelle épreuve de vérité. On a été chercher M. Schmitt et Mme Martin au milieu de la nuit. On les a amenés les yeux bandés en se demandant où ils allaient aller parce qu'il a même cru à un moment donné qu'on l'enlevait. Il n'a pas compris ce qui s'était passé. C'est la brigade spéciale qui est venue, pas un mot échangé, la tête par terre avec des bandeaux et on arrive là-bas au milieu de la nuit. Arrivé sur place, je pense qu'il ne leur avait pas été dit qu'on allait procéder à la reconstitution et peut-être qu'ils ont été surpris. Il n'était naturellement pas possible de faire une reconstitution en reprenant donc la route, le ravin, etc. Donc on a dû faire une reconstitution simulée sur l'aéroport de Melsbroek. Donc il faut savoir que sur une partie arrière de l'aéroport, le terrain militaire, on a reconstitué le virage en Corse. Donc la route avait été reconstituée selon les mesures prises par les experts en 97 et tout a été filmé. Aurore a été soumise à de multiples reprises donc à l'opération de la voiture au moment où elle bascule dans le ravin et elle devait donc, selon ses déclarations, parvenir à ouvrir la porte. Madame Martin n'y est jamais arrivée. Au point qu'à un moment, elle s'énerve. Je veux qu'on me laisse 5 minutes tranquille. Et ce qui est extrêmement important aussi, et ça illustre alors le caractère de M. Schmitt, c'est que lors de la reconstitution à Melsbroek, alors que lui prétend qu'il n'était pas sur les lieux, qu'il n'a rien à voir avec cette affaire, qu'il n'était même pas en Corse, etc., c'est lui qui va faire des remarques aux experts et aux juges d'instruction concernant l'axe dans lequel la voiture va se trouver lorsqu'elle va débouler, etc., etc. Donc, bien que, d'un autre côté, il prétend pour sa défense qu'il n'était pas là, qu'il n'a rien à voir, c'est lui qui va faire toutes les remarques, qui va même corriger à un certain moment les experts. La reconstitution renforce la conviction des enquêteurs. La thèse de l'accident ne tient pas. Mais le juge veut des preuves supplémentaires. Fin octobre 1999, lorsque le travail des enquêteurs est déjà bien avancé et que le dossier du juge d'instruction Van der Merch est déjà complet, le juge d'instruction décide de partir en commission rogatoire internationale en Corse. Dans le rapport qui dépose suite à cette deuxième commission rogatoire en Corse, en octobre 1999, les experts en arrivent à conclure que ce n'est pas dans un accident de la route que Mark Van Beers a pu mourir, mais que la voiture a dû délibérément être poussée en bas pour se retrouver là où elle est, que le terre-plein disposait d'une surface suffisante que pour s'arrêter à la vitesse où le véhicule devait circuler, qu'il y avait la possibilité de faire une manœuvre, que, vu le fait que la voiture avait encore des portes et que Aurore Martin avait dû sauter par le véhicule, elle aurait dû présenter une porte arrachée, la porte convoyeur. Oui, un autre élément, c'est que, apparemment, donc, selon les lésions traumatiques observées dans ce genre d'accident, les lésions que Mark Van Beers présentait ne correspondaient pas à ce type d'accident. Donc il aurait dû être, pour avoir présenté ces blessures-là, il aurait dû être éjecté.
L'instruction judiciaire s'achève officiellement en avril 2000. 17 mois vont encore s'écouler avant que Peter Uwe Schmidt et Aurore Martin ne comparaissent devant la cour d'assises de Bruxelles. Peter Uwe Schmidt au procès a étonné tout le monde, d'abord parce qu'il était méconnaissable. Les gens avaient gardé l'image d'un type mal rasé avec des longs cheveux tel qu'on avait vu revenir à l'aéroport de Bruxelles. Là, on tombe sur une sorte de gendre parfait, connaissant presque parfaitement le français alors qu'il est allemand, et maîtrisant, mais à la virgule près, le dossier. Et donc, il a toujours nié, il n'a rien accepté comme accusation, il a tout démonté. Il faut bien dire qu'il a fait un travail, j'allais presque dire, d'avocat extraordinaire. Il avait réponse à tout, jusqu'au moindre détail. Aurore Martin, c'est l'exact inverse. Donc, on a vu arriver une petite dame blonde qui avait, je crois, 32 ans à l'époque du procès, qui en faisait 10 ou 15 de plus, qui n'a pas arrêté de pleurer pendant le procès. Elle parlait toujours de son Marco, en évoquant Mark Van Beers, la victime, et qui surtout disait « Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi est-ce que vous m'ennuyez avec cette histoire-là? Moi, j'ai une vie difficile, assez difficile comme ça. Encore un procès sur le dos, je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. » Alors, Aurore Martin, on va comprendre beaucoup de choses le jour où son père va venir témoigner à la barre. Et c'est, je crois, le moment le plus pénible pour tous les avocats qui étaient présents. Je me souviens d'une question que lui a posée le président. À un certain moment, il lui dit « Pouvez-vous nous confirmer que pour les 16 ans d'Aurore Martin, vous lui avez offert une botte de foin ?» On se demandait où voulait en venir le président. Et le père d'Aurore Martin confirme et dit oui, effectivement, parce que Bête a bouffé du foin. Et vous avez cette fille qui se lève, qui est là dans le box des accusés, et qui supplie son père de lui dire quelque chose. Et le président rappelle le père d'Aurore Martin et lui dit « Je pense que votre fille souhaiterait que vous lui disiez quelque chose, que vous lui fassiez une déclaration, parce qu'il y a une tension épouvantable. » Et il lui répond « Aurore, tu étais bonne en sport, tu étais bonne en escalade en salle, tu avais des possibilités, tu aurais pu travailler, et bien voilà. » Et il quitte la salle d'audience. Le plus extraordinaire dans l'histoire qui était évoquée devant cette cour d'assises, c'est qu'on avait à traiter de la mort d'une personne, Mark Van Beers en 1995, mais qu'il y avait dans l'ombre une deuxième victime, entre guillemets, Ursula Deschamps. D'ailleurs, l'avocat général utilise largement le fantôme d'Ursula dans son argumentaire. Dès l'acte d'accusation, dès les premières minutes du procès, une fois le jury installé, dans son acte d'accusation, il a dit « On va juger une affaire, mais moi je fais la comparaison avec une autre affaire. Et si la deuxième affaire, je prétends qu'elle a bien eu lieu, que c'est bien un meurtre et même un assassinat, c'est parce qu'il y a eu une sorte de répétition générale 3 ans auparavant. C'est pas possible, quand on fait la comparaison entre les deux événements, que ce soit un hasard. Les circonstances sont les mêmes. D'abord, il y a un personnage qui est dans les deux affaires, c'est Peter Uwe Schmidt. C'est un accident de voiture dans les deux cas. C'est dans les deux cas une voiture qui plonge, une fois dans un canal à Mons, l'autre fois dans la Méditerranée en Corse. Dans les deux cas, il y a une personne qui réussit miraculeusement à sortir de la voiture qui est en train de couler dans l'eau dans un premier cas, de dévaler la pente de la falaise dans un deuxième cas. Ces deux histoires sont liées. Ce que je peux dire de manière certaine, c'est que contrairement à l'image qui avait été présentée de ce dossier, eh bien les choses n'étaient pas aussi évidentes. Et on a senti un jury qui était très hésitant. Et puis il y a eu ce témoignage du médecin légiste qui est venu dire que sa conviction, selon laquelle, au moment où le véhicule est tombé dans le vide, les personnes qui s'y trouvaient étaient déjà décédées. C'était évidemment un argument massu pour l'accusation. Un autre témoignage pèse lourd dans la balance. Celui d'un des agents du FBI qui a interpellé Peter Uwe Schmidt à Miami. Donc le policier américain est arrivé au procès avec plusieurs jours de retard en raison des attentats du 11 septembre et il a jeté un pavé dans la mare en disant, quand je les ai arrêtés, en tout cas quand je l'ai arrêté lui, Schmidt, il était dans sa voiture et il m'a dit « Laissez-moi filer, j'ai de l'argent avec moi,
je vous le donne et vous me laissez tranquille. Ça a évidemment jeté un froid et complètement nui à l'image de Marc, des deux accusés qui semblaient vivre la belle vie là-bas en Floride. Monsieur Schmitt est resté en somme de marbre, dirais-je, extrêmement calme et croyant jusqu'au bout, j'ai l'impression, croyant jusqu'au bout que le jury allait croire sa version des faits et allait complètement l'acquitter. Et ce qui est symptomatique, et là c'est quelque chose de très particulier, c'est qu'après les longues heures de délibération, quand le jury est revenu sur les lieux, eh bien, il y avait 4 ou 5 jurés qui pleuraient. Et on a entendu un verdict de culpabilité, oui, oui à toutes les questions, ce qui nous a vraiment surpris et ce qui me laisse en tout cas penser qu'il y avait une assez sérieuse incertitude. Et Schmitt tout à coup s'est levé et avec un accent assez prononcé, il a regardé les membres du jury et il a pointé son doigt dans leur direction en leur disant « Vous venez de commettre une grave erreur judiciaire ». Et on a vu certains membres du jury faire vraiment, pas un bond en arrière, mais être vraiment saisis par la dureté, et ils ont découvert le deuxième visage de Schmitt, celui du criminel, de l'assassin. Au niveau des peines, Aurore Martin va être condamné donc à 15 ans et Peter Uwe Schmitt à 20 ans. Je crois que le jury est arrivé à la conclusion que si assassinat il y avait, c'est M. Schmitt qui devait en être le cerveau plutôt que Mme Martin. Et en alourdissant la peine de Peter Uwe Schmitt de 5 ans, les jurés ont peut-être aussi voulu le condamner pour la mort de son épouse, Ursula Deschamps. Si les parents Van Beers, 1 an et demi après, entre guillemets, ne se réveillent pas, ben Schmitt et Martin, ils sont toujours en Floride peut-être, en train de dépenser les millions de Mark Van Beers, et certains ont dit ils auraient peut-être trouvé un autre pigeon et ils l'auraient basculé dans l'océan Atlantique cette fois-là. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que si Uwe Schmitt avait pu être jugé pour les faits de 92, Mark Van Beers vivrait encore aujourd'hui. Et donc c'est le rôle de la justice aussi de bien faire son travail, donc le rôle de la justice et de la police aussi de bien faire son travail. La justice a tranché et condamné. Et pourtant, dans ce dossier, il demeure une question toujours sans réponse. Si on est certain que M. Van Beers était mort avant que la voiture tombe dans le ravin, on n'a pas d'explication sur les circonstances dans lesquelles alors M. Van Beers est mort. Est-ce que vous imaginez, vous savez que votre fils a été assassiné et vous ne savez pas comment. Vous savez qu'une seule chose, c'est que quand on l'a mis dans la voiture, il était mort. Et que sa tête était explosée avant. Alors, allez expliquer ça à une mère qui vous dit « Ok, ils ont pris 15 ans, 20 ans, il est mort comment, mon fils ?» Jamais un mot d'explication. Jamais, jamais, jamais. Et il nie encore. Aurore Martin a été libérée après 9 années d'incarcération et Peter Uwe Schmitt après 10 années. Tous les deux pour conduite exemplaire en prison. Aujourd'hui, ils vivent de nouveau ensemble, quelque part en Europe, et continuent à crier leur innocence.